Après son livre De quoi Total est-elle la somme, Alain Deneau récidive, il continue d'interroger le pouvoir des multinationales de notre monde et le concept même de la légalité. Le philosophe québécois s'appuie sur l'exemple de Total. Il analyse comment ces multinationales se réclament de la loi, du droit pour fonder leur puissance et leur domination sociale. Bonsoir Alain Deneau, bienvenue et merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Collège international de philosophie, vous enseignez dans la capitale française notamment. On va commencer par les mots, ils sont importants. Totalitarisme, on va bien entendu revenir sur ce mot très fort, très dur aussi. Total, avant même de commencer à écrire, vous citez le petit Robert, Total qui affecte toutes les parties, tous les éléments. Pourquoi cette définition pour commencer? Une firme multinationale ne peut plus aujourd'hui être perçue strictement comme une entreprise ou une société. De la façon dont on conçoit le restaurateur familial du coin ou l'épicier du village. Une multinationale aujourd'hui, Total, Microsoft, Monsanto, Boeing, Goldman Sachs, est un groupe fragmenté à travers une myriade de structures qui sont indépendantes aux endroits. C'est-à-dire que dans notre droit commercial et selon les us et coutumes en droit à l'international, le groupe qu'est une firme comme Total n'est pas un sujet de droit. Ce sont des entités qui sont capables de peser de tout leur poids. Là où on les trouve, en Iran, au Myanmar, en France, au Canada, en Argentine. Vous écrivez d'ailleurs en cela, Total n'a rien en effet le statut d'une boutique de quartier valant elle-même. 130 pays, 934 sociétés consolidées. Effectivement, et dans ces pays où on reçoit la visite de Total, pour ainsi dire, on n'a jamais les leviers juridictionnels et législatifs qu'il faut pour encadrer la firme sur l'échelle qui est la sienne, c'est-à-dire le monde. Donc les pays sont confrontés à des structures fragmentaires du groupe, mais jamais à l'entité elle-même. C'est un petit peu comme si on avait un pouvoir sur le tentacule, mais jamais sur la pieuvre. Et cette pieuvre croît depuis des décennies, ces pieuvres. Et d'ailleurs, elles consolident leur autorité entre elles. Le totalitarisme pervers d'une multinationale au pouvoir, c'est le titre exact, édition rue de l'Échiquier. Totalitarisme, c'est fort. Pourquoi ce mot? Ce mot, d'abord, je ne l'ai pas tout à fait choisi. Il découle du nom qu'une firme a donné à ses produits, à ses enseignes dans les années 1950, qui est la Compagnie française des pétroles, une composante historique de Total, et qui a appelé Total, c'est sa production au détail. Total. 2 ans après qu'Hannah Arendt ait écrit son livre sur les totalitarismes. À une époque où il s'agissait pour les Français qui étaient à la traîne par rapport aux Britanniques ou aux Américains, de montrer qu'ils étaient eux aussi capables, dans les logiques du pouvoir qui étaient celles du XXe siècle, de composer avec les grandes et de faire partie de ces cartels qu'on est en train d'élaborer, notamment au Moyen-Orient, pour régner en maître, non seulement sur telle filière énergétique qu'est le pétrole, mais même sur des enjeux économiques et géopolitiques mondiaux. Et l'idée, c'est de dire, on n'est pas une petite Française, on est Total, nous aussi. Et nous aussi, on existe sur un plan vertical. On s'intéresse à la prospection, à l'exploitation, au transport, au raffinage, à la distribution et même au courtage. Et cela s'est développé ensuite sur le plan des filières, le gaz, l'électricité, le solaire, le stockage, les agrocarburants, et ainsi de suite, de sorte qu'on est face à un pouvoir qui excède tous les cadres législatifs qu'on peut imaginer. Mais justement, vu qu'il y a ce tel éparpillement à travers le monde, vous qui vous intéressez précisément à la légalité, et vous dites d'ailleurs que ces multinationales savent jouer du droit et de la légalité pour rester dans les clous et dites-vous dominer. Comment ça s'organise? Quelle est la stratégie? Donnez-nous un exemple concret s'agissant du groupe Total, par exemple. L'idée d'un groupe comme Total ou des autres multinationales comparables, c'est d'établir un rapport à la loi qui ne soit pas strictement celle des législateurs. La loi passe dans le discours, mais aussi selon un modus operandi qui est celui de la mondialisation économique, comme étant
finalement une vérité économique. C'est la loi du commerce, c'est la loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. En jouant sur l'appât du gain aussi. Et c'est une loi qui finit par s'imposer sur un mode que je décris, d'où l'épithète pervers, sur un mode sadique ou sadien, en référence à l'œuvre du marquis de Sade. C'est-à-dire d'une façon qui prévaut sur les décisions politiques. Et c'est pour ça que les représentants de la firme, depuis qu'ils parlaient abondamment, je pense à Christophe de Margerie d'abord et ensuite aujourd'hui Patrick Pouyanné, qui est mort dans un accident en Russie. PDG de la firme qu'on reçoit sur des plateaux, qui commentent abondamment l'actualité politique, l'élection d'un nouveau président, des grèves, des projets d'embargo, ainsi de suite, qui sont des représentants d'un pouvoir qui est celui de leur actionnariat, en fait. C'est un pouvoir qui n'a plus rien à voir avec les structures publiques. Ces acteurs vont continuellement présenter, en fait, cette loi de la mondialisation comme prévalant et se présenteront donc comme ne s'intéressant pas à la politique. La politique, c'est au fond l'affaire du petit peuple qui s'entraînerait pour savoir qui va porter la couronne. L'enjeu est de savoir comment on va encadrer quiconque a des responsabilités publiques de façon à ce qu'il conforme la législation de son pays à des règles du jeu qui sont celles de la mondialisation. Ce sont des supra-gouvernements, vous voulez dire, nous sommes gouvernés par des multinationales? Ce sont des pouvoirs qui sont capables de faire la loi sur un mode spécifique. Concrètement, puisqu'on a beaucoup parlé des traités transatlantiques entre l'Union européenne et le Canada et entre les États-Unis et l'Union européenne, concrètement, ces deux traités, pour vous, sont taillés sur mesure pour les multinationales? Une multinationale fait valoir exerce son autorité, ne serait-ce qu'en se présentant comme un investisseur de taille dans un pays, capable de verser des commissions dans certains cas, capable de faire chanter les États, capable aussi de poursuivre les États, effectivement, dans ces mécanismes de règlement de différends qui sont prévus par des accords de libre-échange, comme celui qu'on signe avec le Canada. Avec ces traités, d'ailleurs, des États, vous voulez dire, pourraient être poursuivis par des multinationales devant une juridiction. C'est le modèle qui se développe, qui n'a pas très seulement aux accords de libre-échange, mais qui concerne une myriade d'accords multilatéraux entre États, qui permet aujourd'hui à une firme comme Total de poursuivre le gouvernement argentin ou d'envisager de le faire quant au gouvernement algérien, dès lors que quelque chose dans la législation change ou déplaît. Il faut savoir que ces mécanismes de règlement différents ne relèvent pas de notre tradition juridique. C'est une sorte de droit parallèle qui a été instauré, on ne sait trop comment, disons, à la faveur de ces nouvelles autorités qui se déploient et qu'il faudra penser comme telles. Les multinationales sont un problème. Ouais. Vous rappelez en tout cas effectivement le lien aussi, vous pointez du doigt la symbiose entre Total et la République française, notamment avec ce que vous appelez aussi la France-Afrique. Il y a eu l'affaire Elf aussi, énorme scandale de corruption qui a éclaté en 2001. Pourquoi est-ce que c'est un cas d'école? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité des entreprises de la Silicon Valley. Et on a envie de vous dire que faire, parce qu'au fond, quand on va faire son plein à la station essence, quand on prend un transport privé sur une plateforme, on participe de ce système tous. Et les gens réfléchissent, ils en sont bien conscients. Il y a beaucoup de questions. D'abord, pourquoi Total? C'est une multinationale, d'abord dans le secteur pétrolier, qui est devenue une énergéticienne, mais qui, dans les années 20, a fait partie de ces grandes entreprises qui se sont érigées en oligopoles, notamment au Moyen-Orient, au moment où Londres démantelait l'Empire ottoman, en créant l'Irak, qui était une enveloppe juridique, non pas pour encadrer les sociétés pétrolières, mais au contraire pour garantir la sécurité de leur investissement. C'est-à-dire que ces créatures Frankenstein, d'États qui n'étaient pas tout à fait conscients, je crois, de ce qu'ils étaient en train de lancer dans le monde, n'étaient pas encadrés par un État, et ils avaient un État fait sur mesure pour leurs intérêts. Et vous avez donc la compagnie française des pétroles qui est devenue Total et qui a pu nous faire comprendre, seulement pour aller au bout de mon raisonnement, nous faire comprendre que le multinational existe strictement pour s'interposer entre nous, les automobilistes dont vous parliez, nous et quelque chose qui est indispensable ou que l'on rend indispensable étant donné son pouvoir. Mais certaines plis comme Uber, interdit en Italie, qui va peut-être l'être en Grande-Bretagne. Oui, en fait, on est face à... C'est-à-dire que les États ont encore leur mot à dire. Je ne dis pas que les États ont été pulvérisés, qu'ils ont complètement disparu, quoique parfois il y a des questions qui se posent quant à des liens symbiotiques entre, par exemple, une république comme celle de la France et une entreprise comme
Total, où on est quand même surpris des passages, des passerelles nombreuses qui existent entre l'une Ça existe et au l'autre Canada, sphère. ça d'ailleurs, vous qui aviez participé Tout à fait. Je veux dire, si vous voulez que je vous parle de la famille Desmarais, on en aurait pour plusieurs émissions. Mais il reste que si on est face à ce genre de phénomène, cela nous donne à penser que l'État représente une souveraineté qui s'affaiblit, mais néanmoins, c'est une autorité qui continue d'exister sur un mode, cependant, de plus en plus, en quelque sorte confronté à d'autres types de souveraineté, comme celui des multinationales. Quelle alternative, selon vous? Tout à l'heure, Patrick Simonin recevra le réalisateur Raoul Peck, auteur d'un film qui s'appelle Le jeune Karl Marx. Que faut-il aujourd'hui? Quelle est l'alternative à quoi? Ce néo-capitalisme, comme vous l'appelleriez, néolibéralisme ou... C'est sûr qu'on est à un moment de l'histoire qui... dans un entre-deux, réunit les conditions de possibilité de la révolte, si ce n'est pas de la révolution. Peut-être pas Marx, mais Rosa Luxembourg définit un moment révolutionnaire, un contexte révolutionnaire comme étant un moment de l'histoire où il semble plus hasardeux de s'en tenir au statu quo que de s'essayer radicalement à autre chose. Et il y arrivera un moment où on comprendra que ces pouvoirs sont en eux-mêmes un problème. Ils sont excessifs. Aucun démocrate ne peut accepter et concevoir qu'autant de pouvoir soit concentré entre aussi peu de mains quant à des domaines qui sont aussi névralgiques que l'énergie dans ce cas-ci, mais on pourrait parler de l'agroalimentaire aussi. Justement, l'agroalimentaire, tout à l'heure dans la première partie, on parlait de ce double standard alimentaire. Pour vous, c'est la conséquence aussi des puissances des multinationales, le fait qu'un produit ne soit pas dosé de la même manière en huile de palme, en huile de tournesol, en fonction que l'on soit un consommateur polonais, français, belge ou suisse. La Suisse, pour longtemps, n'était pas dans l'Union européenne. Ce n'est pas un dossier que j'ai étudié, mais dès lors que les multinationales sont concernées par des enjeux commerciaux, bien entendu qu'ils pèsent sous la forme du lobbying sur les autorités. De quelle façon, il faudrait l'étudier, mais on serait mal avisé de perdre de vue que le lobbying ne concerne pas seulement le fait de faire pression sur des décideurs publics. Le lobbying consiste à faire pression sur les gens en général, c'est-à-dire en mobilisant des experts, des universitaires, des journalistes, en mobilisant des think tanks, en payant des journalistes, comme ça s'est vu d'ailleurs dans le cas de la firme qui nous intéresse ici aujourd'hui, en finançant des faiseurs d'opinion qui vont en quelque sorte créer un climat qui est favorable à une certaine prise de décision. Et donc nous faisons, nous, comme citoyennes et citoyens, les frais du lobbying tous les jours, y compris sûrement dans un dossier comme celui-là, bien que je ne l'ai pas étudié. Il y a notamment le financement, vous le dites d'ailleurs dans vos ouvrages de l'école d'économie à Toulouse. Entre autres choses, mais on a un pouvoir qui se comporte comme une autorité capable de jouer un rôle dans toutes les sphères de la vie publique et qui se présente comme une autorité, je dirais, parallèle. On pourrait citer Patrick Pouyanné qui se présente comme représentant la France quand il est à Moscou du fait de diriger la plus importante société française. Merci beaucoup Alain de nos philosophes. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de votre livre « Le totalitarisme pervers d'une multinationale au pouvoir ». C'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci.